Mais c'est qui le plus mignon? C'est qui le plus mignon? Mais oui, c'est toi. Mais oui, c'est... Tu filmes là? Bonjour à tous, c'est Antoine et bien évidemment le Star Wars Zeus que je suis est là pour vous causer du retour sur Disney+, du Baby Yoda Show aka The Mandalorian qui démarre donc sa saison 3. Mais en même temps, si j'étais très impatient de retrouver mon daddy Pedro Pascal et sa marionnette trop choupie, j'étais aussi un poil méfiant. Parce que pour rappel, la dernière fois qu'on a vu le Mandalorien, c'était dans le livre de Boba Fett, cet infâme molar qui était censé servir de spin-off à la série en réintroduisant le célèbre chasseur de primes de la trilogie originale. Alors déjà, il faut quand même revenir sur la logique de faire une mini-série sur un personnage culte du canon de Star Wars, mais de prendre 2 épisodes entiers dans lesquels Boba Fett n'apparaît même pas, alors que la série porte son nom quand même. Bon, en même temps, c'est assez révélateur d'un projet qui avait Walou à raconter et qui préférait donc s'attarder sur des personnages bien plus intéressants. Le truc, c'est que le livre de Boba Fett en devenait une sorte de Mandalorian 2.5 qui se retrouvait à balancer des éléments assez importants de sa narration qu'on aurait largement préféré voir dans la série mère. On voyait Mando obtenir son nouveau vaisseau, ce petit chasseur N1 de Naboo tuné à la Fast and Furious, idée de génie absolue. Et surtout, on voyait Grogu revenir avec Mando, alors que la saison 2 se terminait en fanfare sur Luke Skywalker qui venait chercher le bébé Jedi pour l'entraîner. Donc je me mets quand même à la place des gens qui n'ont pas vu Boba Fett et qui vont débarquer dans la saison 3 sans comprendre pourquoi la souris verte est toujours là, en sachant en plus que sa justification a été un peu torché et amoindrit considérablement le poids du final de la saison 2. Et d'un autre côté, ça condense à peu près tout le problème inaugural de la série, qui a été quelque peu piraté par les desiderata de Disney et Lucasfilm après sa première saison. Parce que pour remettre du contexte, The Mandalorian a non seulement été la première série en live-action de Star Wars, mais c'était aussi le vrai et seul appel d'offres de Disney+, lors du lancement de la plateforme fin 2019 aux États-Unis. C'était la promesse de voir nos univers de fiction préférés être abordés dans un nouveau format, avec de nouvelles envies et avec une récurrence qui forcément leur fait perdre de leur magie exceptionnelle, mais qui promet en contrepartie une expansion assez grisante. Et sur ce point, la première saison de The Mandalorian avait sérieusement fait le café. Ça choisissait d'explorer un pan encore assez vierge de l'univers, la chute de l'Empire post-retour du Jedi, et ça a vite prouvé sa viabilité en termes de direction artistique et de technique. Ça aurait pu paraître sacrément cheap, comme pour la plupart des productions télé du MCU par exemple, mais Jon Favreau et ses équipes se sont donné du mal, au point d'avoir même popularisé avec cette série l'usage du fameux Stagecraft, ce studio recouvert d'écran LED afin de projeter des environnements, plutôt que de se reposer sur des fonds verts en post-prod. Tout ça pour dire qu'il y avait à l'origine une certaine humilité dans The Mandalorian, l'humilité d'une proposition de geeks passionnés qui avaient surtout envie de bien faire leur truc dans leur coin et de faire leur preuve avec un tout nouveau personnage. En soi, j'oserais même parler d'une démarche presque expérimentale, adaptée au format alors nouveau de Disney+, et qui a d'ailleurs pavé la voie pour les autres. Sauf que petit à petit, la série a aussi ouvert la brèche du fanservice, au point de devenir le tronc d'arbre qui a laissé pousser de nombreuses branches, et j'entends par là des spin-offs en pagaille qui alimentent le catalogue de Disney+. Boba Fett, Ahsoka Tano, Luke, le sabre noir, je vais pas mentir, je suis client qu'on me déverse mon coffre à jouets préféré sur la figure, et je trépigne comme DiCaprio sur son siège dès que je comprends une ref. Mais pour reprendre les termes de ce grand philosophe qu'est Obi-Wan Kenobi, on est en droit de se demander si la série ne serait pas devenue tout ce qu'elle a plus ou moins juré de combattre. Fort heureusement, l'épisode 1 de cette 3e saison a su me donner tort et me rassurer, et du coup à partir de maintenant je vais un peu entrer dans le détail de cet épisode, donc spoilers, vous êtes prévenus, fuyez pauvre fou, tout ça. En fait, je me demande même si cette entrée en matière n'a pas été pensée pour remettre les points sur les i après le fiasco Boba Fett. Et pour ça, quoi de mieux que de démarrer avec un croco géant de l'espace? Bah rien en fait, et je soupçonne Jon Favreau de s'être accaparé la théorie mathématique de mon cher collègue Mathieu, c'est-à-dire grosse bébête égale plus de cool. Et c'est bien sûr proportionnel à la taille de la bestiole. En tout cas, maintenant que l'enjeu inaugural de la série autour de Grogu est plus ou moins réglé, The Mandalorian a vraiment l'opportunité de repartir à l'aventure. Ce qui amène ce seul premier épisode sur pas moins de 3 planètes différentes en 30 minutes pour un dépaysement et une inventivité qui font plaisir à voir.
The Mandalorian retrouve ce qui m'avait plu à ses débuts, son côté pulp qui repioche avec loisir dans les inspirations inaugurales de Star Wars et qui en profite pour disséminer ici et là de belles petites idées, qu'il s'agisse de filmer des rites de passage mandaloriens ou même des Purgils, des sortes de baleines qui peuvent voyager en hyperespace et qu'on avait jusque-là découvert dans Star Wars Rebels. Ça donne ici des panoramas imposants et ça ajoute une dimension cosmique limite Lovecraftienne dans un type de visuel qu'on a pourtant vu 1000 fois dans Star Wars. Et c'est ça qui, pour moi, fait le sel de The Mandalorian. C'est jamais totalement révolutionnaire, à contrario du coup d'éclat imparfait mais franchement rafraîchissant qu'a été Andor, mais il y a une vraie déférence envers Star Wars, et pas tant pour le vernis de la saga que pour ce qu'elle représente. Derrière ses envies et ses expérimentations, il y a surtout le souhait de jouer avec une somme de techniques, comme Star Wars l'a toujours fait depuis ses débuts, en cherchant le nouvel outil ou la nouvelle méthodologie qui permet de faire vibrer son univers, de nous immerger dedans et de le remplir d'une multitude de détails. Et dans le cas présent, cet épisode se plaît à utiliser tous les joujoux à sa disposition pour toujours mieux les combiner. On est pas mal revenu ces derniers temps sur l'utilisation pas toujours éclairée du stagecraft, et je reviendrai là-dessus plus en détail prochainement, c'est promis, mais The Mandalorian sait l'utiliser pour vraiment amplifier l'immersion et la sensation de profondeur de ses décors. Ça permet de bien mêler le numérique à de vrais éléments physiques sur le plateau, et c'est même plus généralement ce que la série fait le mieux. Parce qu'au milieu de tout ça, les créateurs de The Mandalorian aiment aussi la réalité tangible de leurs marionnettes, au point de la mettre ici en abîme avec ce décor miniature où Mando est assis en tailleur face à des Azdelans, des spécialistes de la réparation de droïdes, et c'est surtout l'espèce de babou fric qui, je le rappelle, était la seule bonne idée de l'ascension de Skywalker, donc je suis vraiment content qu'ils en aient remis là. Ajoutez à ça la marionnette irrésistible de Grogu qui lui fait des câlins, et ça donne un truc aussi mognon que palpable. Et si je dis ça, ça n'empêche pas Lucasfilm et ILM de faire des merveilles en ce qui concerne les scènes entièrement en CGI. Avec cet épisode, on a carrément une course-poursuite dans l'espace au milieu d'astéroïdes et c'est juste somptueux. C'est lisible, c'est fluide, c'est techniquement super bien texturé et en plus les astéroïdes sont utilisés comme un vrai élément scénographique puisque Mando se cache derrière comme un héros malin de western. Habile. Bon après, faut tout de même être honnête, The Mandalorian cherche à rester avant tout une petite pastille très agréable, mais ça cherche pas vraiment à bouleverser quoi que ce soit. La série a trouvé son rythme de croisière et la présence à la réalisation de Rick Famuyiwa, qui avait déjà réalisé plusieurs épisodes des saisons précédentes, est très solide. Mais si on a pu reprocher à la série par le passé d'avoir une écriture un peu pâteau de RPG, ce début de saison 3 va encore plus loin. Il y a une quête principale, mais pour ça, faut l'aide d'un droïde, et pour ça, faut une pièce spécifique pour réactiver le droïde. Alors je juge qu'à moitié parce que je fais partie de ces gens qui ont complété tous les tournois de Gwent de The Witcher 3 avant de terminer la moitié de la quête principale, mais The Mandalorian semble un peu rallonger la sauce pour pas grand chose avec ses quêtes annexes un peu faciles. Et pour un épisode 1, ça pose assez moyennement ses enjeux. Alors certes, on voit Bo-Katan qui râle et ça papote des ruines de Mandalore, mais ça manque un peu d'un truc qui hype vraiment pour la suite. Et en même temps, à quoi bon en fait, puisque les fans dans mon genre se mettent devant leur télé dès le mercredi matin. Moi je suis religieusement avec mon café dans mon pyjama Star Wars à faire « Oh, dès que Grogu fait un truc trop mignon » et à siffloter le thème de Ludwig Göransson. Parce que, en fait, je kiffe ma race quoi. Bon ok, c'est toujours aussi cool, voilà, je l'ai dit, je partais méfiant, c'est toujours imparfait, et y a rien à faire, ça fait toujours autant plaisir. Bravo le veau. Voilà, c'était un petit retour d'usage sur The Mandalorian, mais avant de vous quitter, comme d'habitude, il est de mon devoir de vous rappeler qu'Écran Large a besoin de votre soutien pour rester un beau média indépendant. Vous pouvez pour cela écouter notre tout nouveau podcast, La Rue, où cette fois l'équipe débat sur Zack Snyder et Sucker Punch, mais on propose également un abonnement premium sur le site qui vous donne accès contre quelques euros par mois à plein de dossiers variés, que ce soit sur Chasse à l'homme ou Joe Breaker. Le lien est en description et sur ce, je vous laisse parce que telle est la voie. Allez, ciao!